chers amis, attachez-vous et accrochez-vous car nous allons explorer des crimes réels et terrifiants qui défient l'imagination. Dans cette vidéo, plongez dans l'univers sombre du true crime et découvrez des récits qui vous tiendront en haleine du début à la fin. Dans ce clip poignant, vous découvrirez l'histoire bouleversante de Dousia Merzlakova, une femme née en Russie qui a vécu dans des conditions inhumaines, attachée à une chaîne comme un chien. Malheureusement, cette expérience traumatisante lui a coûté ses bras et ses jambes, la rendant invalide. Dans cette 12e vidéo émouvante, plongeons dans l'histoire de Maria Isabel dos Santos, une petite fille née au Portugal et surnommée Poulet. Son enfance difficile dans un véritable poulailler, privé de l'amour maternel, a marqué profondément son parcours. Dans la 3e vidéo, nous sommes transportés en 1901, dans la ville de Poitiers en France, où le personnage principal est la belle Blanche Monnier, enfermée dans une pièce depuis 25 ans. Blanche a pour seul compagnon des rats. La belle Blanche se transforme en une vieille femme effrayante que l'on croyait morte depuis de nombreuses années. En 2000, la Russie a été secouée par l'histoire effrayante de Dousia Merzlakova, une femme handicapée qui n'avait ni pieds ni mains. Elle avait été enchaînée dans la rue par sa propre mère pendant une quinzaine d'années. Dousia Merzlakova est née dans une ferme de la taïga. C'est dans ces lieux pittoresques, à des centaines de kilomètres de la civilisation, qu'a commencé une histoire qui choque encore de nombreux contemporains par sa cruauté. Dans les années 70 du siècle dernier, Pelagia Merzlakova, âgée de 18 ans, a donné naissance à une fille qui a été nommée Evdokia. Le père de l'enfant, Arkady Semyonovitch, meurt alors qu'elle est encore très jeune. Mais Pelagia Vavilovna n'était pas triste pour longtemps, car elle amène bientôt un nouvel homme, Guran Bernichov, dans la maison. De lui, la femme donna naissance à 4 autres enfants, 3 garçons, dont 2 sont morts en étant des nourrissons, et une fille, Zoya. Ni Merzlakova ni ses enfants ne sont jamais allés à l'école. Il est très étrange qu'en Union soviétique, il n'était pas puni pour cela. Dans la famille régnaient des ordres incompréhensibles et parfois très cruels. Ainsi, les sentiments chaleureux d'une mère pour enfant étaient inacceptables. Dousia, son frère et sa sœur ont donc grandi sans amour ni tendresse. Mais comme on dit, on s'habitue à tout. Et Dousia ne se plaignait pas non plus. Son beau-père Guran la traitait bien. Il lui apprend à lire et à écrire. Il lui parle de la vie dans la taïga, des caprices de la nature, des oiseaux et des animaux. Il lui apprend même à chasser et à poser des pièges. En général, l'homme était bon et aimait tous les enfants de la même façon. En ce jour fatidique de novembre, il faisait 30 degrés de froid et Dousia de 13 ans s'est rendue à Taïga pour vérifier des pièges. Un peu plus tard, une forte tempête de neige s'abattit sur la jeune fille qui se perdit et ne put rentrer chez elle. Selon l'une des versions, les chasseurs ont trouvé Dousia qui était gelée de froid le 3e jour
et l'ont ramenée chez elle. Selon une autre version, elle a été retrouvée quelques jours plus tard par son beau-père Guiran. Les mains et les pieds de la jeune fille sont devenus blancs à cause du froid, signe évident d'ingélure. Les membres auraient peut-être pu être sauvés, mais la mère de Docia n'a même pas pensé à demander une aide médicale. La jeune fille est restée ainsi pendant plusieurs jours dans une douleur et une agonie terribles. Elle était secourue par des chasseurs de la ville qui se rendaient souvent au camp. Ils ont informé l'hôpital de Yenisei de la présence de la jeune fille mourante. Un hélicoptère s'est rapidement rendu à Taiga et la jeune fille a été transportée à l'hôpital. Ses jambes et ses mains étaient immédiatement amputées. Docia devient donc invalide. De nombreux curieux sont venus dans sa chambre, beaucoup d'entre eux se tournant les pouces au niveau des tempes. Elle avait l'air d'avoir 13 ans, mais en termes de développement, elle était comme une enfant de 5 ans. À l'hôpital, Yevdokia a vu des jouets, la télévision et a entendu des enfants réciter des poèmes pour la première fois. Après l'opération, les plaies ont mis du temps à cicatriser, mais la jeune fille ne s'est jamais plaintée. Pendant les mois qu'elle a passés à l'hôpital, personne ne lui a rendu visite une seule fois. Pelagia Merzlakova, la mère de Docia, ne se réjouit pas du retour de sa fille. Elle avait été indifférente à son égard auparavant, mais elle se rendait parfaitement compte aujourd'hui que l'invalide serait une fardeau pour elle. Pelagia ne s'approche presque jamais de la jeune fille. Tous les soins de Docia reposent sur les épaules de son beau-père, Guran Bernuchov, qui prend en charge tous les problèmes liés à la prise en charge de Docia et l'aide à s'adapter à la vie après la tragédie. Et la petite fille sans bras ni jambes s'est rapidement adaptée à la nouvelle réalité. Evdokia est descendue à genoux jusqu'à la rivière et même réussi à apporter des seaux d'eau pleins dans la maison. En 1986, un accident s'est produit. Le frère de Yevdokia, Yevsei, a accidentellement tiré sur son père avec son propre pistolet. Pour cette raison, l'adolescent a été interné dans une colonie pendant 4 ans et demi. Immédiatement après la mort de Gurin, les choses ont mal tourné pour Pelagia. Son mari est mort, son fils a été emprisonné, sa fille cadette Zoya a été emmenée en ville par la famille et sa fille était devenue handicapée. En conséquence, sa mère a jeté sa fille de 16 ans hors de la maison pour économiser un morceau de pain sur elle. Elle ne voulait pas confier sa fille à un foyer pour handicapés pour la raison banale que Docia touchait une pension. La jeune fille a commencé à vivre dans la cour, mangeant les restes que sa mère jetait, mais plus souvent des vers de terre. Parfois, elle allait dans la forêt et ramassait des champignons et des baies. En l'absence de sa mère, Docia se faufile dans le garde-manger et mange tout ce qu'elle peut. Cela mettait sa mère en colère. Un jour, lorsqu'elle s'aperçut que la nourriture avait disparu, Pelagia passait un collier de chien autour du cou de sa fille et l'attachait à une chaîne. À partir de ce moment-là, Docia a vécu enchaînée à un poteau et a dormi dans une boîte comme une chienne. Pelagia Merzlakova recevait la pension de sa fille et la dépensait comme bon lui semblait. Docia continuait à manger des restes et des larves d'insectes.
Dosia a donc été enchaîné pendant 10 ans. Le plus incroyable, c'est que la famille, les chasseurs et les connaissances venaient souvent au camp et voyaient la jeune fille enchaînée. Mais personne n'avait pitié d'elle. On dit que Pelagia a même vendu Dosia pour une bouteille de vodka ou un morceau de viande à des chasseurs. On sait que son nouveau beau-père rendait visite à Dosia. Pelagia Vavilovna a réussi à se remarier. Le mari de Pelagia n'était pas dégoûté par le corps de sa belle-fille, ni par la niche dans laquelle elle vivait. À tout moment, il tirait Evdokia par la chaîne, le menait dans la grange et la violait. Finalement, Dosia tomba enceinte et donna naissance à un fils qu'elle appela Ivan. Cet événement n'a pas modifié l'attitude de sa mère et de son compagnon à son égard. La jeune femme et son enfant étaient parfois autorisés à se réchauffer dans la maison, mais ils passaient le plus clair de leur temps dans la cour. Cependant, Dosia s'est rapidement retrouvée à nouveau attachée à une chaîne. Quelques années plus tard, le fils Vania a commencé à voler du pain pour sa mère, mais il a été attrapé par sa grand-mère et a également été attaché à un poteau. La mère et le fils ne pouvaient même pas se rejoindre. Ils ont donc vécu à la chaîne, affamés et souvent battus par la cruelle Pelagia Merzliakova. Environ 14 ans se sont écoulés depuis que Dosia a été enchaînée. On ne sait pas comment cette histoire se serait terminée si Anastasia Ivanovna Gournicheva, une retraitée, n'était pas intervenue. Cette femme a entendu des rumeurs sur Dosia et voulait amener la jeune fille et son fils dans sa vie. La conscience ne permettait pas à la vieille femme de vivre en paix et a d'abord amené Dosia puis son fils. Cela s'est passé en 1999. Lorsque cette histoire a été connue, le public a été choqué. Sa mère a essayé de mener sa fille chez elle pour qu'elle reçoive de l'argent pour son handicap. Mais Evdokia avait peur de sa mère et refusait de revenir. Dosia a avoué à plusieurs reprises que la vie dans la maison de la retraitée était pour elle comme un conte de fées. Pendant un certain temps, ils ont vécu chez Anastasia Ivanovna qui s'occupait d'eux. Mais cette fille bien nourrie n'a pas duré longtemps. Pour une raison quelconque, la retraitée a cessé de s'occuper de Dosia et l'a placée dans une maison de retraite. Quant au garçon, il a été placé dans un orphelinat. Vania est même allé à l'école, mais il lui était difficile d'étudier. Les enfants de l'école lui faisaient du mal. Ils n'ont jamais pu reprendre une vie normale car les blessures étaient trop graves. Dosia vit actuellement dans une maison de retraite spécialisée où elle aime tout. Evdokia appelle souvent son fils. Ivan est maintenant un adulte, il a une famille. Il y a quelques années, il est passé à la télévision et a parlé de sa vie. Il n'a pas d'éducation, il n'a pas de véritable travail. La vie dans la taïga a également affecté son développement mental. Cependant, Pelagia Merzliakova a été punie par le destin à sa manière. Elle est morte dans des circonstances peu claires. Malheureusement, le cas de Dosia ne peut être qualifié d'unique. Périodiquement, dans différentes parties du monde, on apprend l'existence d'enfants Mowgli et Shoes, des familles défavorisées et vivant dans des conditions terribles.
Au début des années 80 du siècle dernier, le monde entier a été choqué par l'histoire d'une petite fille portugaise de 9 ans, Maria Isabel dos Santos. Privée d'amour maternel, de nourriture normale, des soins et même du plus simple contact humain. La petite fille a vécu pendant de nombreuses années dans un véritable poulailler. En raison des habitudes qu'elle a acquises en vivant avec des volailles, les journaux ont immédiatement surnommé Maria Isabel la fille aux poules. Et voici son histoire tragique. Au début du mois de juillet 1970, dans l'une des fermes situées dans le village de Taboua, est née une petite fille qui a été nommée Maria Isabel dos Santos. Elle est née en parfaite santé et n'avait aucun handicap mental, mais sa mère, qui avait souffert d'une méningite, avait des problèmes mentaux. La femme n'a pas immédiatement perçu le nouveau-né comme une fille et un membre de sa famille. Alors que le bébé n'avait qu'un an, la mère l'a amené au poulailler et l'a laissé se débrouiller seule avec les poulets. Le reste de la famille n'a même pas essayé de l'arrêter et de ramener l'enfant à la maison. Ses frères aînés mangeaient bien, dormaient dans des lits chauds, allaient à l'école et jouaient avec leurs camarades. Ils étaient parfaitement au courant de ce qui se passait dans la maison et ne pouvaient ignorer les conditions dans lesquelles leur petite sœur grandissait. Pendant que les autres enfants s'amusaient et apprenaient, Maria Isabel était obligée de manger ce qu'on donnait au poulet. Des grains, des feuilles de choux et tous les restes de la table. Personne ne s'approchait de la jeune fille et elle grandissait dans un isolement social total. Elle a vécu ainsi pendant 5 ans jusqu'en 1976 lorsqu'une lueur d'espoir est apparue dans sa vie morose. Au milieu de l'été 1976, l'une des tantes de Maria Isabel, informée des conditions dans lesquelles vivait le bébé, a donné l'alerte et a insisté pour qu'un médecin se rende sur place. Les médecins sont venus et ont examiné le bébé dans le poulailler. Ils ont ensuite indiqué que la fillette devait être hospitalisée d'urgence, car elle souffrait d'un certain nombre de problèmes mentaux et d'un grave retard de développement. La tante de la malheureuse a passé des jours à demander de l'aide à divers établissements de réadaptation et de psychiatrie. Mais ceux-ci ont catégoriquement refusé d'accueillir une patiente inhabituelle. En fin de compte, la femme n'a pas eu d'autre choix que de renvoyer la fillette dans les terribles conditions dans lesquelles elle avait vécu toutes ces années. Cependant, les médecins n'ont pas été les premiers à fermer les yeux, loin s'en faut, sur le mode de vie horrible de Maria Isabel. Plus tard, des journalistes étrangers ont expliqué cette indifférence effrayante par le fait que les voisins étaient pour la plupart engagés dans des travaux physiques durs et qu'ils considéraient qu'il était inacceptable de se mêler des affaires privées des unes et des autres. Au début du mois d'août 1976, après avoir séjourné chez sa tante pendant environ un mois, la pauvre et malheureuse petite fille se retrouve à nouveau dans le poulailler. C'est là dans la saleté et la pointeur constante, dans les courants d'air, la chaleur et le froid, mangeant du grain et des restes, que Maria Isabel passera encore 4 longues années. Pendant près de 10 ans passés dans un poulailler, il est venu à l'esprit des personnes qu'un enfant devait être élevé dans un environnement différent.
En 1980, l'histoire de Maria Isabel a été entendue par l'infirmière Maria Biao, qui travaillait à l'hôpital de Torres Vedras. Après avoir entendu ses collègues parler des conditions de vie de l'enfant, elle a décidé d'aller à sa recherche et de l'aider par tous les moyens possibles. Lorsqu'elle est arrivée au village, Biao a facilement trouvé le poulier et a amené la fille. La mère a simplement ignoré l'événement. L'infirmière a accueilli Maria Isabel chez elle et la fillette a vécu pendant un peu plus de 15 ans jour avec cette femme qui n'était pas indifférente au chagrin des autres. Après avoir observé son comportement, Biao a compris qu'elle ne pouvait pas s'en sortir seule et s'est tournée vers les journalistes pour obtenir de l'aide. Des portraits de Maria Isabel ont commencé à apparaître en première page de presque tous les médias portugais. Les journalistes sont scandalisés. Il est très difficile d'imaginer comment on peut vraiment survivre dans telles conditions, déclare la journaliste Maria Catalina d'un journal de Lisbonne. Mais l'indifférence humaine est encore plus choquante. Les médecins ont appris l'existence de la jeune fille il y a 4 ans, mais personne ne l'a aidée. La première dame du Portugal, Manuela Ayanes, a joué un rôle particulier dans le destin de Maria. Elle a appris ce que la petite Maria avait subi et a insisté pour que la fillette soit placée dans le meilleur centre de rééducation du pays. Le directeur de l'institution où Dos Santos a été placé a déclaré aux journalistes: D'après mes observations, je peux dire avec certitude que l'enfant est sous-développé pour son âge. Le retard mental est très probablement dû à un manque total d'interaction humaine. Le comportement de la fillette est motivé par de simples instincts et réflexes biologiques. Selon certains témoins, Maria Isabel ne pouvait même pas pleurer, car les larmes sont une forme de communication humaine, et elle n'en avait jamais fait l'expérience depuis sa plus tendre enfance. Le comportement de la fillette, qui avait complètement adopté les habitudes de ses voisines à plumes, était encore plus effrayant. Elle se déplaçait à petits pas et battait constamment des bras comme s'il s'agissait d'ail. Maria, bien sûr, ne pouvait pas parler et n'était même pas capable de dire clairement si elle était satisfaite de quelque chose ou non, mais elle émettait périodiquement le gloussement qu'elle avait souvent entendu au cours de sa vie. Le corps de la fillette de 10 ans était épuisé parce qu'elle ne mangeait que des céréales. C'est pourquoi elle était physiquement à la traîne par rapport à ses camarades. En revanche, son développement mental était celui d'un enfant de 2 ans. Des dizaines de spécialistes ont travaillé avec Maria Isabel pendant longtemps, mais après 10 ans, elle n'avait toujours pas appris à parler. Mais elle était capable d'expliquer ses émotions les plus simples par des gestes. La petite fille s'est comportée encore comme une poule mouillée. Elle marchait à petits pas, s'arrêtait constamment et agitait les bras. Cependant, les médecins travaillant avec Dos Santos n'ont pas perdu l'espoir et ont obtenu des résultats. Elle a appris à s'asseoir sur une chaise sur laquelle elle avait l'habitude de sauter avec ses pieds, a utilisé la langue des signes non seulement pour décrire ses émotions rudimentaires, mais aussi pour parler de ses désirs. Les spécialistes qui s'occupent de Maria Isabel sont certains qu'elle ne pourra jamais cesser d'imiter les oiseaux, car c'est l'un de ses principaux moyens d'expression. D'ailleurs, d'après son niveau de développement cognitif, Dos Santos a aujourd'hui environ 4 ans. Les employés du centre de réadaptation où la femme se trouve depuis de nombreuses années
n'autorise pas les journalistes à lui rendre visite et tente par tous les moyens de la soustraire à l'attention de la presse. Au cours des 40 dernières années, les journalistes n'ont pas pu obtenir une seule nouvelle photo de Maria Isabel. Cette histoire est stupéfiante par l'insensibilité et l'indifférence qui ont ruiné la vie d'une fille. Même les poulets sans cervelle, qui à leur manière ont protégé l'enfant trouvé, se sont révélés être des créatures bien plus nobles que les sous-hommes. Maria doit avoir une 50aine d'années. Elle vit également dans un centre de réhabilitation de la ville portugaise de Fatima, qu'elle ne quittera probablement jamais. Poitiers, France. 23 mai 1901. Deux voitures de police arrivent en trompe au domicile de la famille Magnier. Madame Louise Leonardo Magnier, la propriétaire, sort lorsqu'on frappe à la porte. « Que voulez-vous, monsieur l'agent ?» dit-elle d'un ton hautain. « Nous avons reçu une plainte et nous voudrions fouiller la maison, » répond l'officier responsable. Lorsqu'elle apprit que la police allait fouiller la maison, la vieille femme poussa un juron et tenta de se refermer. Mais l'officier responsable n'était pas un homme timide. Il ordonne à ses collègues d'enfoncer les portes et de fouiller chaque pièce, chaque coin et surtout les greniers de la maison Magnier. Après avoir vérifié la maison des fonds en comble, rien n'a été trouvé. Les policiers montent à l'étage. Dans le grenier, les agents n'ont pas trouvé tout de suite une porte secrète, sur laquelle était accrochée une grosse serrure de grange. L'officier responsable ordonna de la briser. Bientôt, la porte est ouverte et les policiers pénètrent dans une pièce sombre. Ce qu'ils y ont vu a dû les faire cauchemarder pendant longtemps. Même l'officier supérieur, qui avait vu toutes sortes de choses au fil des ans, ouvrit la bouche d'horreur. Ils ouvrirent la bouche d'horreur et se figea un instant. La petite pièce était complètement sombre. Les fenêtres sont condamnées. Sur une palaise pourrie, au milieu de ses propres excréments et des restes visqueux de nourriture, gisait une vieille femme flétrie, couverte d'un épais tapis de cheveux noirs. C'est la belle Blanche Monnier que l'on croyait morte depuis 25 ans. Aujourd'hui, elle a plus de 50 ans. Du haut de ses 166 cm, elle ne posait pas plus de 26 kilos. Il y a des rats partout, seul compagnon des Blanches dans la longue réclusion. Ils ont beaucoup à manger. Sa mère donnait à sa fille les restes de ses propres repas, que Blanche partageait avec ses voisines à fourrure. Lorsque la pauvre femme enveloppée dans une couverture est sortie de la maison, Louise Leonardo était assise dans le salon et buvait du café. Blanche a été envoyée à l'hôpital où l'on a diagnostiqué qu'elle était gravement émaciée. On dit qu'elle est calme. Elle accepte de manger, de prendre un bain et dit même que cela lui fait du bien. Poitiers, France, 1er mars 1849. La riche famille française des Monnier est en fête aujourd'hui. Louise Leonardo a donné naissance au 12e enfant de Charles-Émile, une charmante petite fille prénommée Blanche. Les époux Monnier étaient considérés comme des citoyens très respectés de la ville. Ils donnaient généreusement à la charité et étaient pieux. Bien que les Magnier soient des généreux bienfaiteurs,
il n'en reste pas moins des gens bizarres. Louise Leonardo elle-même, fille d'un agent d'échange, était considérée comme une femme grincheuse et cupide. Elle négligeait les règles d'hygiène et selon les domestiques portait toujours la même robe sale. Mais le chef des familles, contrairement à l'épouse grincheuse, était un homme éduqué, doux et, il faut bien l'admettre, faible de caractère. Après son mariage, Charles-Émile est pris en charge par sa femme et devient un soumis classique. Magnier occupe le poste de doyenne de la faculté de philologie du lycée de Poitiers et travaille du matin au soir. C'est donc à la mère qu'incombe l'éducation de ses enfants. En 1848, Charles et Louise en ont un fils, prénommé Marcel. Marcel est réputé doux et maniaque. On dit de lui que c'est un homme naïf, invraisemblable, aussi myope dans la vie que dans la morale. Il était dépourvu d'odorat. Plus tard, un journaliste des Temps le décrivit ainsi. Marcel Magnier est un petit homme chétif dont les membres fins se perdent dans des vêtements trop larges. Tête pointue au sommet brillant, barbe rousse grisonnante, pommettes larges, nez crochu, pince au nez aux lentilles épaisses sur l'arrêt du nez, profil aigu, regard confus. Comme sa mère, Marcel ne reconnaît pas l'hygiène personnelle. Un an après la naissance de Marcel, Blanche voit le jour et connaît une enfance heureuse. Elle joue beaucoup avec son frère, mais tout au long de sa vie, elle souffre de crises inexplicables et assez hystériques et nerveuses. En grandissant, son état s'est aggravé. Elle voyait des fantômes partout, pouvait se mettre à rire sans raison, relever sa jupe et se pencher par la fenêtre comme ça. Ses relations avec sa mère se sont également détériorées, car la jeune fille ne supportait pas le caractère autoritaire de sa mère. Déjà adulte et souffrant d'une nouvelle crise de mysticisme, Blanche s'enferme dans une pièce, refuse de manger et se retrouve dans un état d'anorexie. Mais elle réussit à s'en remettre. Avec le temps, Marcel Magnier obtient son diplôme d'études secondaires et devient avocat. Il est très respecté et Blanche devient une véritable beauté. Les prétendants ne manquent pas. Beaucoup d'hommes tentent d'obtenir les faveurs de Blanche, mais il leur oppose toujours une fin de non-recevoir. Bientôt, la jeune fille choque tout le monde. Blanche tombe amoureuse d'un avocat voisin qui est non seulement 2 fois plus âgé qu'elle, mais aussi des sangs inférieurs. Apprenant cela, la mère de la jeune fille est furieuse et interdit à sa fille d'entretenir des relations avec un roturier. Blanche continue cependant à le fréquenter. Les rumeurs vont même jusqu'à dire que Magnier est tombée enceinte et a donné naissance à un enfant, mais qu'elle soit déjà morte ou qu'il ait été tué. La relation de la jeune fille avec un vieil avocat s'est poursuivie jusqu'en mars 1876, jusqu'à ce que Blanche Monnier, âgée de 27 ans, disparaisse subitement. Poitiers, maison de la famille Monnier, mars 1876. Après un nouveau scandale entre Blanche et sa mère, Louise traîne sa fille désobéissante par les cheveux dans une petite pièce du grenier et l'attache au lit. Dans cette chambre, une jeune et belle fille devra passer 25 ans de sa vie, jusqu'à ce qu'elle devienne un semblant d'être humain desséché, une vieille femme qui a perdu la raison. Quelques jours après la disparition soudaine de Blanche, Louise Leonardo annonce le décès de sa fille, comme s'il y avait eu un accident et que la jeune fille était morte.
Une année s'écoulera et l'on commencera à oublier la mort tragique de la première beauté des Poitiers. Entre-temps, la vie de Blanche dans la captivité de sa maison natale devient un véritable enfer. Louise Mounier devient peu à peu folle de sa propre impuissance face à la volonté de sa fille et commence à la traiter avec incroyable cruauté. Elle bloque l'unique fenêtre de la chambre de Blanche, la privant ainsi des lumières. Elle cesse de la nourrir normalement, laissant des restes sur le sol de la pièce en guise de dîner, et ignore pendant des jours ses demandes d'eau. Elle a également pris des vêtements chauds et de la laiterie dans sa chambre. Elle prive sa fille de se laver, de se coiffer et même de faire sa toilette. 1882. N'ayant pas réussi à forcer sa femme autoritaire à laisser sa fille sortir de la chambre, le chef de la famille Mounier, Charles-Émile, meurt. Louise, déjà âgée et en colère, n'arrive pas à s'en sortir seule. Elle est aidée par son fils aîné Marcel, qui sait parfaitement que sa mère retient sa sœur prisonnière. Mais il n'a pas l'intention de la délivrer. De plus, il joue le rôle d'un parent éploré et convainc ceux qui ne croient toujours pas à la mort de la jeune fille que Blanche est belle et bien décidée. 1885. L'amant des Mounier meurt. La seule personne qui jusqu'à la fin de ses jours n'a pas renoncé à retrouver sa bien-aimée. Blanche est renfermée dans une chambre depuis 9 ans et commence lentement à devenir folle. Ses conditions de vie continuent de se détériorer. Au fil des ans, sa mère ne l'a jamais autorisée à quitter sa chambre. La femme dormait dans un amas de déchets alimentaires et de ses propres excréments. Les seuls êtres vivants avec lesquels elle pouvait communiquer étaient les rats, les punaises, les poux qui infestaient son lieu de détention. Mais le temps s'arrête et la vie continue. Louise Leonardo Mounier vieillit rapidement. Son état physique mental se dégrade d'année en année, mais il ne songe pas à libérer sa fille. Marcel, déjà moins jeune, vit avec sa mère et Blanche sous le même toit. Mais prétend que sa sœur est vraiment morte il y a de nombreuses années. La rumeur veut qu'il n'ait jamais visité la chambre de prison de sa sœur humaine disparue depuis longtemps. Poitiers, 23 mai 1901. Matin. Monsieur le procureur général, j'ai l'honneur de vous informer d'une situation extrêmement grave. Il s'agit d'une vieille fille enfermée dans la maison de Madame Mounier, une femme qui vit défunt et dort sur des draps pourris depuis 25 ans au milieu de ses propres immondices. Peut-on lire dans une lettre anonyme remise à la police de la ville française de Poitiers. Cette lettre a choqué la police. Personne ne pouvait penser que Louise Mounier, qui jouissait de son statut social et du respect des habitants de la ville, ait pu commettre un tel acte. Néanmoins, la police a décidé de suivre la piste et s'est rendue au domicile de l'auteur présumé. 24 mai 1901, Marcel Mounier et sa mère Louise Leonardo sont arrêtés. Madame Mounier avoue tout et il est évident qu'elle n'a aucun remords. La vieille dame est persuadée d'avoir fait tout ce qu'il fallait et les gens devraient le comprendre. Mais 15 jours plus tard, Louise Leonardo, 70 ans, meurt en prison, sans avoir pu assister au procès. Une foule de journalistes s'est rassemblée lors du procès. Les voisins ont déclaré qu'ils pouvaient parfois entendre des cris du côté de la maison des Mounier et même distinguer des mots. L'un des témoins a déclaré que le 16 août 1892, il avait entendu une femme crier « Qu'ai-je fait? Pourquoi m'avez-vous enfermé ici? Je ne mérite
pas un tel supplice? Pourquoi personne ne vient-il à mon secours? Il est intéressant de noter qu'aucun des témoins n'est allé voir la police. Plus tard, il s'est avéré que la lettre anonyme adressée à la police avait été écrite par Marcel Monnier lui-même. Il craint qu'à la mort de sa mère malade, l'enlèvement des Blanches ne soit révélé au grand jour. Marcel est condamné à 15 mois de prison. Mais il est rapidement libéré, les médecins l'ayant déclaré inapte et la police n'ayant pu établir son implication directe dans les services infligés à sa sœur. Malheureusement, Blanche Monnier ne parviendra jamais à retrouver une vie normale. Le psychisme de la prisonnière est paralysé. Elle souffre d'anorexie mentale, exhibitionnisme et d'autres troubles du comportement. Elle passe le reste de sa vie dans un hôpital psychiatrique de la ville française des Blois. Elle meurt en 1913 à l'âge de 64 ans. Elle n'a jamais retrouvé la raison. Cette histoire monstrueuse a laissé une trace profonde non seulement dans le cœur des habitants qui ont connu Blanche Monnier, mais aussi dans l'œuvre de quelques auteurs célèbres. Parmi eux, André Gide, qui présenta en 1930 son travail pour la séquestrée de Poitiers, consacré au destin tragique d'une femme. Vous avez aimé notre vidéo? Alors n'oubliez pas de nous montrer votre soutien en cliquant sur le bouton like et en vous abonnant à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines publications captivantes. Votre opinion compte également beaucoup pour nous, alors n'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager cette vidéo avec vos amis. Votre soutien est essentiel pour nous aider à continuer à produire du contenu de qualité et atteindre un public plus large. Merci infiniment d'avoir pris le temps de regarder notre vidéo. Nous sommes impatients de vous retrouver dans nos prochaines publications passionnantes.